Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Front-End Chronicles, épisode numéro 15. Ça tombe bien, on va parler d'Angular 15 aujourd'hui. Bonjour à toi Denis, comment vas-tu ? Bonjour à toi Benjamin, ça va super. Premier épisode de 2023, incroyable. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons de choses qui fâchent. Parlons de State of JS. Oh non, pas encore. Si, alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que c'est vraiment la grosse étude, entre guillemets, qui va, pas mettre d'accord, mais qui va aller sonder pas mal de développeurs dans le JavaScript, dans le front, mais pas que. Il y a aussi du Node aussi dedans et plein d'autres frameworks. Et pour, on va dire, la 3e année consécutive, Angular est presque abandonné pour eux. C'est vraiment le framework has-been et à surtout ne pas utiliser. Bon, on le sait qu'au niveau de la représentativité, c'est pas forcément ça, mais on voit la tendance, en tout cas dans ceux qui participent au sondage, sur l'utilisation d'Angular, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont tournées sur la hype. Et du coup, bon, là, c'est une problématique qui est complètement différente, mais grosso modo, on sent qu'il y a des gens qui vont s'intéresser sur des technologies, mais des technos qui sont pas prêtes à aller en production. Et donc, du coup, moi, le State of JS, je trouve que le mot est pas forcément bien trouvé parce qu'on a l'impression que c'est l'état de l'art du JS actuel, alors que c'est plutôt la tendance. C'est-à-dire ce vers quoi ça va évoluer plutôt que ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Et ce qui tourne en prod aujourd'hui. Il y a 8 ans, on était souvent moqué en tant que développeur front, même JavaScript, puisqu'on avait le fameux « de toute façon, il y a un nouveau framework tous les jours ». Et puis derrière, ce qui en découlait, c'était la JavaScript fatigue. On a eu moins ça ensuite, il y a une espèce de maturité des frameworks. Et puis j'ai l'impression que là, ça repart un tout petit peu. Voilà. Et c'est ce qui est un petit peu traduit dans le State of JS. Pour rappel, State of JS, c'est, là j'ai les chiffres sous les yeux, c'est 39 471 personnes qui ont pris part à ce sondage. Et au niveau de la répartition, près de 12% aux États-Unis. Contrairement à la France, où on n'est que 3,7%. Donc il faut aussi prendre ça en compte, c'est qu'un sondage, c'est biaisé obligatoirement par rapport au nombre de personnes, à la démographie, où est-ce que les développeurs vont être dans le monde, quelles vont être les tendances aussi des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et on a aussi Angular qui véhicule une mauvaise image qu'avait AngularJS. Et quand Angular 2 à l'époque, puis aujourd'hui Angular tout court, est arrivé sur le marché, plein de personnes ont fait l'amalgame entre ces deux frameworks puis qui sont fondamentalement différents. Donc on a toujours cette mauvaise pub depuis ce temps-là. Alors bien sûr, il y a aussi des gens qui aiment tout simplement pas Angular. Moi, je sais que souvent, quand on développe avec des gens, quand on parle avec des développeurs front, on a souvent des écoles. Il y a ceux qui ont commencé par du React, aujourd'hui aussi par du Vue, et puis ceux qui ont commencé par de l'Angular. Ils ont du mal à se mettre sur React. React ont du mal à se mettre sur l'Angular, et ainsi de suite. Vue, c'est un peu particulier parce que ça réunit plein de monde. On s'entend bien. On avait fait un épisode sur Vue, on en avait parlé justement, où il arrive des fois à réunir un peu le meilleur des mondes, ou entre guillemets plutôt à piquer les bonnes idées à gauche à droite. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi l'effet où tu subis la stack de ton projet. Moi, je sais que certains projets que j'ai pu faire, ça m'a pas donné envie de faire de l'Angular, alors que pourtant j'aime bien le framework. Et le simple fait de, par exemple, ne pas avoir de choix possible, parce que t'es pas en charge des décisions ou des choses comme ça, où les propositions sont pas forcément suivies, et du coup en fait le simple fait de subir son projet ne donne pas forcément envie d'aimer la stack. Et il y a aussi le phénomène inverse, le simple fait qu'on travaille sur une techno peut nous laisser penser que cette techno est meilleure que les autres, parce que en fait on a le nez dedans, on voit tout ce qu'on peut faire avec, mais on n'a peut-être pas forcément assez challengé les concurrents, quoi. Puis effectivement on a une phase de maîtrise naturelle, c'est qu'au bout d'un moment, quand on utilise beaucoup la chose, on sait comment il va réagir, et puis derrière on se dit que de toute façon c'est la meilleure façon de faire. Voilà. Et donc du coup, comme ça fait environ 3 ans que Angular est mort d'après State of JS, c'est ça. Moi je propose qu'on fasse les 3 dernières versions. Ça paraît pas mal, parce qu'on s'était arrêté à la 12 au niveau du dernier épisode où on avait parlé d'Angular. Et du coup, je vous propose de faire un récap très très rapide de la 13, et puis après qu'on parle de 14-15, où il y a une mouvance qui est assez intéressante, je trouve. Petite anecdote, ça me fait penser à ça, Denis, quand tu as dit que Angular était mort pour State of JS depuis 3 ans. C'est un peu comme le running gag avec PHP, où on dit que tous les ans, chaque fois, de toute façon, PHP c'est un langage mort, et ça fait 10-15 ans qu'on dit que PHP est mort, et en fait, ça fait 10-15 ans que non, en fait, PHP se renouvelle, qu'il y a quand même une communauté derrière, et que on aime ou on n'aime pas, PHP est toujours là et est quand même toujours puissant. On n'oubliera pas de dire
dire que l'un des meilleurs, enfin pas des meilleurs, pardon, je ne mettrai pas d'avis là-dessus, mais l'un des plus gros CMS aujourd'hui qui tourne sur l'ensemble des sites web, c'est quand même WordPress. Et WordPress, c'est du PHP. Voilà. Voilà, difficile de s'asseoir sur environ 50% du web. Exactement. Alors du coup, on va attaquer donc par Angular 13, si je ne m'abuse. Ouais. Et du coup, je pense qu'on peut parler un peu des petits fonctionnements, parce qu'on avait une petite zone de flottement qu'on avait eu entre Angular 7 et 13, et cette zone de flottement commence un peu à squeezer au niveau d'Ivy. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, toi, Benjamin. Si, bien sûr. Au tout départ, on avait un moteur de rendu. Je ne sais plus s'il s'appelait déjà Vue Engine. Je sais que Vue Engine, c'était une deuxième version déjà. Et que Vue Engine, en fait, ça ne vous permettait pas d'avoir quelque chose de performant au niveau template et génération de code. Je m'explique. On a longtemps eu deux types de compilation. La version Just-in-Time et la version AOT. Just-in-Time, en fait, c'est tout simple. Vous faites votre bundle d'applications et puis derrière, vous allez embarquer un compilateur dans le navigateur, donc dans votre site web, dans votre application. Quand la personne va aller demander une URL, vous allez lui envoyer votre code plus le compilateur Angular. Et au moment où vous allez en avoir besoin, en fait, il va faire de la compilation just in time, juste au moment où vous en avez vraiment besoin. À la différence où l'AOT va venir avec une compilation qui va se faire vraiment au niveau du build ahead of time, donc du coup en avance sur le temps, ce qui fait que du coup, plus de temps de compilation, certes, quand vous allez faire votre bundle, mais derrière, vous avez forcément un package plus léger puisque vous n'avez plus embarquer le compilateur. Et donc, du coup, Vue Engine, c'est ce vieux, entre guillemets, moteur de rendu qui a été au fur et à mesure remplacé par Ivy. Et en Angular 13, on n'a plus du tout la possibilité d'être en Vue Engine, y compris en développement, en serveur de développement. Ouais, sachant qu'il y avait une petite contrainte particulière avec le Vue Engine, c'est que du coup on avait les deux modes en même temps. Et donc du coup en mode de développement on était en just in time parce que c'était plus rapide pour développer, et après en mode prod on était sur le mode AOT. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait les deux modes n'ont pas forcément les mêmes contraintes, ou plutôt le mode just in time était plus tolérant sur plein de choses. Et donc, à chaque fois que vous faisiez un build prod, vous aviez des chances que ça compile pas, alors que en fait, ça faisait 3 semaines que vous pouviez travailler sans problème. Et du coup, c'était à chaque fois des erreurs qui n'étaient pas hyper bien documentées en plus à l'époque, qui arrivaient. Et là, c'était à s'arracher les cheveux, et on a vu certains projets baisser les bras et du coup livrer en prod du just in time, ce qui était évidemment catastrophique pour les performances, parce que non seulement on embarquait le compilateur, mais aussi le compilateur travaillait pendant la génération des pages, et donc du coup on avait des performances désastreuses, et c'est ce qui a aussi participé à cette culture de Angular et pato, il est lourd, il est lent, etc. C'est parce que on n'a pas forcément tirer au maximum les capacités du framework. Mais donc maintenant c'est fini. Angular 13, ils disent quoi ? Ils disent Ivy partout. Vue Engine, c'est plus disponible. Et Ivy, en fait, il a plus qu'un seul mode, c'est l'AOT, donc tout le temps. C'est justement aussi des choses que vous avez dû voir aussi quand vous lanciez un projet en Angular 12, Angular 13, en mode dev. Vous vous êtes dit, tiens, c'est bizarre, c'est quand même un peu plus long qu'avant. Et c'est parce que le just-in-time n'est plus là, et donc il y a une phase de compilation qui est un peu plus lourde. Et après, sur les 13.1, 13.2 et 14, ils ont bossé là-dessus pour les améliorer, parce que en fait, il y a eu pas mal de tickets GitHub à ce sujet-là. Oui, les gens râlaient beaucoup. Ouais. Mais en même temps, c'était problématique parce que en fait, tu prenais 25 à 50% de temps de plus pour lancer ton serveur. C'est pas forcément pratique, quoi. Et associé à ça, je ne sais pas si vous faites des librairies Angular, mais si vous en faites, il y a un format qui est défini par Angular qui s'appelle Angular Package Format, APF. Et en fait, du coup, là, il y a une nouvelle version de APF qui est sortie pour que ce soit des librairies 100% Ivy, parce qu'il y avait de la rétrocompatibilité, etc., qui était fournie. Et là, maintenant, c'est 100% Ivy. Et donc voilà. Ensuite, on enchaîne, du coup, on avait une nouvelle API pour le Component Factory Resolver. Alors, c'est tout simple, c'est quand vous souhaitez injecter et créer des composants à la volée. Et la nouvelle API supprime, du coup, la nécessité d'injecter le Component Factory Resolver dans le constructeur. Parce qu'avant, en fait, on avait toujours quelques lignes de code en fait, qui étaient copiées-collées, puisque c'était toujours la même mécanique. L'équipe de développement d'Angular s'est dit, ce serait pas mal quand même que ce code-là, vous n'ayez plus besoin de le faire. Et donc, du coup, Ivy crée la possibilité d'instancier le composant avec directement Vue Container
ref.createComponent sans la fabrique associée. Voilà. Et en fait, ça, c'est un peu la même mécanique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les anciennes versions, on avait les entry components dans le ng module. En fait, la mécanique de simplification, c'est à peu près la même. C'est-à-dire qu'au niveau d'Ivy, on s'est rendu compte qu'on pouvait simplifier des choses parce que le moteur a été réécrit et il permet de comprendre un peu plus ce qui se passe dans l'application. Et donc, on a pu supprimer les entry components. Et là, de la même manière, le Component Factory Resolver, on n'en a plus besoin. On arrive à avoir les références vers les composants comme il faut. On arrive à récupérer les bonnes factories au bon moment pour pouvoir créer directement le composant. C'est vrai que c'était compliqué à justifier l'utilité des entry components sans forcément rentrer dans la technique, puisque derrière, même si tu faisais une application quand même modulaire et que tu faisais attention, typiquement, moi j'ai un truc qui me vient en tête, c'est quand on utilise une modale dans Material, on a toute la mécanique qui existe et tout, et en fait, on devait déclarer impérativement nos composants qu'on souhaitait rentrer dans la modale au module le plus haut dans les entry components. Donc j'avais l'impression qu'on pétait quand même un petit peu le côté, t'as un module qui est chargé en lazy et les choses comme ça, et là, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai plus eu des entry components, et du coup, bonne nouvelle. Et puis bien sûr, j'ai pas marqué la version de TypeScript, mais comme souvent, Angular se met toujours à jour sur la version de TypeScript, un petit peu à l'état de l'art au moment où il release, donc il y a eu un bump de TypeScript à cette époque-là. Je te propose de passer à Angular 14, Denis, avec l'apparition des formulaires typés. Étonnamment, pas le cas jusqu'à aujourd'hui quand on faisait des formulaires. Il y a un peu d'abus de langage, mais oui, c'est un peu l'idée. En fait, ce qu'il y avait avant avec les formulaires, c'est que c'était un peu magique. On accédait aux propriétés un peu comme on veut. Et surtout, on n'avait pas de typage, quoi. Donc, quand on a un input de type date, text ou number, etc., on n'avait rien pour nous aider. Pareil, un input qui est required, et en fait, on n'a rien pour nous aider, etc. Et donc, en Angular 14, il y a eu toute une phase de typage qui a été rajoutée sous la base d'utilisation de générique. Donc, du coup, en fait, quand on va créer notre formulaire, on va pouvoir rajouter des champs et associer le typage à ces champs. Et on va pouvoir aussi dire, est-ce que le champ est nullable ou pas ? Est-ce qu'il y a pas mal de propriétés quand même pour nous rassurer quand on développe. Il y a encore quand même pas mal de gotcha là-dessus. C'est-à-dire que quand vous avez déclaré votre formulaire, à certains moments, en fait, si vous manipulez à des mauvais endroits dans le cycle de vie, en fait, vous pouvez ne pas avoir de référence ou pas avoir de valeur, alors que le typage pourrait vous laisser penser que la valeur existe. C'est pas encore parfait, quoi. Et il y a aussi toute la mécanique des formulaires dynamiques. Parce que du coup, sur la partie reactive form, je crée un formulaire. Suite à une action utilisateur, je rajoute un champ de plus dans le formulaire. Accéder à la valeur de ce champ supplémentaire, là, il n'y a rien qui est garanti et tout ça. Mais bon, c'est normal, c'est un peu plus tricky. Mais au global, ça nous aide quand même beaucoup. Et puis après, pour la migration, ils ont été sympas. Ils ont renommé les champs, tout ce qui est form control, form group, form builder, etc. Ils ont gardé les noms, mais les noms deviennent les versions typées. Et pour les versions non typées, donc comme celle d'avant, en fait, ça a été renommé, quoi. Donc form control, ça devient untype form control, form group, untype form group, etc., etc. Ça devient compliant, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est ça. Quand vous allez run la montée de version, ça va se renommer. Et après, sinon, vous, si vous démarrez un nouveau formulaire, on vous conseille de démarrer directement en typé parce que ça a quand même pas mal de plus-value, quoi. On a également l'apparition, attention, puisqu'on va en reparler vraiment après, des composants en standalone, en bêta. Quand je dis bêta, c'est la developer preview, qui arriveront vraiment et véritablement en Angular 15. Donc là, je ne m'étends pas là-dessus. Et enfin, on avait également, côté compiler et protected member, la possibilité d'ajouter en fait des propriétés protected dans votre template. Et en fait, je pense que pour toutes celles et ceux qui font de l'Angular, ça a toujours été un peu bizarre de se dire que si notre composant a des propriétés privées, on ne puisse pas les atteindre dans notre template. Il faut impérativement qu'il soit public. C'est toujours un peu bizarre pour moi. Je n'ai pas trouvé de véritable explication là-dessus. Mais en tout cas, à partir d'Angular 14, on peut quand même aussi mettre des membres protected. Mais justement, on en parlait au tout début là, des différences entre just-in-time et AOT. Et là, on en a une. En just-in-time, mettre des propriétés privées et y accéder dans le template, ça marche. Et en AOT, ça marche pas. Exactement. Parce qu'on a du type checking
On a de la correspondance directement entre tes types que tu vas mettre dans la vue, dans ton HTML finalement, parce que tu as une vérification grâce à Ivy, et ce que tu vas mettre dans ton TS. Ce qui n'était pas le cas effectivement et pas possible avec le just-in-time. Voilà, c'est ça. Mais ouais, ce changement-là, on en parlait un petit peu en off aussi avec Benjamin. C'est un peu particulier. J'ai l'impression que là, on est un peu dans la mouvance un peu PO et qui va pas forcément dans le sens d'Angular aujourd'hui. En plus, on en reparlera pour Angular 15, mais c'est un peu bizarre ces changements-là en fait. Donc Angular 15, ouais, comme tu disais, plutôt récent. On va peut-être avoir une version 16 bientôt, parce que c'est tous les 6 mois, donc ça devrait pas forcément trop tarder. J'ai pas encore regardé qu'est-ce qu'il y avait dedans. Mais pour l'instant, Angular 15, grosse nouveauté qui était en Developer Preview en 14, c'était les Standalone Components. Donc cette fois-ci, c'est en version stable. On peut y aller et du coup, c'est incroyable. Voilà. Je trouve que le concept est vraiment intéressant. Donc on n'a plus besoin de créer de ng-modules pour pouvoir utiliser un composant, importer d'autres modules, déclarer des providers, etc. Donc il y avait déjà des choses qu'on pouvait faire au sein des composants, mais là on peut vraiment faire des ng-modules. On peut faire tout le contenu du ng-module dans un composant et on peut construire une application sans un seul ng-module. Donc là, il y a une mouvance qui est assez intéressante. C'est vrai que nous, on a un coup l'habitude de faire nos modules. C'est ça qui va structurer notre application, définir un peu comment les choses sont isolées, quelles sont les responsabilités de chaque module, etc. Et là, je ne sais pas pour toi, mais je pense qu'il va falloir une bonne discipline par rapport à ça, parce que là, le fait que en un claquement de doigts, on peut créer l'équivalent des ng-modules avant, c'est pas une mauvaise chose. Je pense que même c'est plutôt bien. C'est au niveau expérience développeur. Avant, on avait des barrières. On avait un cadre qui nous disait attention, là, tu es en train de faire un ng-module, tu es en train de faire un module au sens application modulaire. Réfléchis à ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire quel est le contenu de ton module, qu'est-ce qu'il expose, qu'est-ce qu'il utilise. Est-ce que tu n'es pas en train de construire une pieuvre qui va tirer toutes les dépendances à gauche, à droite, et dès que tu vas enlever une de ces dépendances, il ne sera impossible d'utiliser ce module. Voilà. Donc ça te forçait j'ai l'impression en tout cas un minimum de structuration de ton code et de réflexion. Et j'ai peur que les standalone components, j'ai peur que ce soit en mode ça marche et go quoi. L'une des premières choses qu'on m'avait vendues pour Angular, c'était on est sur une architecture dit composant. Donc tu te dis ok, c'est basé sur des composants. Et en fait, quand tu te penches, la première fois dans Angular, tu te dis en fait non, c'est composé sur des modules. Et dans les modules, tu as des composants. Et tu peux avoir des services, tu peux avoir des pipes, tu peux avoir des directives. Donc en fait, première approche, c'est un peu raté quoi. Et du coup, maintenant on a l'habitude d'utiliser des ng-modules. À partir de la 15e version, on se dit que en fait, un composant, il peut être autonome. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on peut tout faire en standalone component aujourd'hui ? On utilise des libs qui sont basés sur des ng-modules. Peut-être qu'on a toujours besoin de tirer des ng-modules d'une certaine façon. Il y a encore des choses à faire. Je pense qu'il y a des bonnes choses à faire, des mauvaises choses à faire aussi. En parlant de ça, il y a Minko Getchef, qui fait partie de l'Angular Core Team, encore une fois, qui a sorti un petit plugin qui vous permet, grâce au CLI, de pouvoir convertir tous vos composants, directives et pipes en standalone et appliquer toutes les modifications sur votre application. Alors, malheureusement, j'ai pas eu d'application sous la main, ni le cas où l'utile de le faire aujourd'hui, mais sachez que Minko est très content de l'annoncer. Je le mettrai dans les notes de l'émission. Du coup, ça voudrait dire que finalement, on n'aurait vraiment plus besoin de ng-modules in fine. Ouais, je pense que sur les éléments vraiment structurants de l'application, donc le app module et les modules de features, vraiment les modules lazy loadés et tout ça, je suis pas sûr qu'il faille enterrer le ng-module tout de suite. Je pense qu'ils vont rester. Mais le standalone component, en vrai, ça a pas mal de vertus. Je vois notamment, il y a un nom qui était proche aussi, le scam pattern. Scam, c'est pas une arnaque, c'est Single Component Angular Module, où en fait c'était un pattern, potentiellement vous le connaissez déjà, qui est plutôt apprécié pour des composants de présentation, où en fait on va mettre un composant avec son template, son CSS, l'ETS, et vous le mettez tout seul dans un module. Et vous essayez de faire en sorte que ce module-là, il a le moins de dépendance possible. Donc il va dépendre de common module peut-être, de form module s'il y a des choses de formulaire. Mais le but, c'est qu'il ait le moins de dépendance possible
et qui reçoivent tout en input et qui rebalancent tous les événements en output. Et peut-être qu'il a un service associé à lui pour gérer des états internes, etc. Mais le but, c'est que ce soit un composant qui soit simple et qui soit... voilà, c'est une boîte noire, vous l'utilisez et puis ça marche, quoi. À chaque fois, en fait, on se retrouvait à faire des ng modules partout pour ça, parce que, en fait, vous allez faire votre composant de tableau, vous allez faire des composants de layout, vous allez faire des composants de formulaire, des boutons, des onglets, enfin bon, vous allez faire plein de choses, et tout ça, à chaque fois, en général, vous allez le faire avec des standalone components, mais vous allez faire autant de ng modules que vous avez de composants, et en vrai, ça a assez peu de valeur. Et pour le coup, là, les standalone components, ils ont vraiment leur place parce que ça va réduire pas mal de code là-dessus. Tu vois, ce qui pourrait être curieux de regarder, justement, c'est comment on va faire le plugin de Minco pour traduire une application qui est full ng module en une application avec que des standalone components. Comment ça a été codé, qu'est-ce que ça préconise, qu'est-ce que ça fait au final? Parce que peut-être que justement, grâce à ça, on aura des éléments de réponse, en tout cas ce que préconise la team Angular pour pouvoir résoudre certains problèmes. On a également la directive Composition API. En fait, c'est assez simple, ça se base sur standalone component, là ici en l'occurrence des directives, et en fait on va pouvoir mutualiser des inputs sur une directive. Alors, je vais vous donner un exemple assez simple. Vous avez un bouton, et derrière, vous pouvez lui appliquer, je sais pas moi, 2 directives. Alors là, j'ai un exemple sous les yeux, l'exemple de la Ninja Squad, où eux, en fait, ils appliquent 2 directives. Une directive qui s'appelle tooltip hide delay. On va afficher un tooltip sur le bouton avec un délai possible, et la possibilité de drag ou pas ce bouton-là. Derrière, comment ça se passe? On va avoir un arrobas directive avec un sélecteur de button, et puis on va lui dire, OK, donc sur cette directive de button, tu vas m'ajouter 2 directives qui sont standalone component, qui vont, eux, sélectionner ce qu'ils attendent en input. Ce qui va permettre de factoriser votre code et de simplifier les choses, surtout. Ouais, et puis cette notion que je trouve assez intéressante, c'est la composition de comportements. C'est-à-dire qu'on peut définir des comportements de manière individuelle, c'est-à-dire une directive qui est là pour mettre à jour 2-3 champs d'accessibilité, une autre directive qui est là pour faire un tooltip comme tu l'as montré, une autre directive qui est là pour faire la petite animation pour quand le champ passe disable, etc. En fait, on n'est plus obligé d'empiler en fait, les comportements de manière assez bizarre. En fait. C'est que là, en fait, on peut faire une seule directive qui va composer les différents comportements, mais sans qu'ils se marchent dessus. Je pense que c'était tout pour la version 15, et on a une version 15.1 qui est arrivée. Je ne m'attendais pas à avoir ces petits trucs en plus. Je vais commencer par le self-closing component. De base, Angular, quand vous créez un composant, vous devez l'ouvrir et vous devez le fermer. Ça, c'était de base. Et là, aujourd'hui, incroyable, on va pouvoir avoir des composants qui se ferment eux-mêmes. Quand je dis qu'ils se ferment eux-mêmes, c'est d'avoir un anti-slash chevron à la fin. Il n'y avait que Angular qui restait encore un peu campé sur ses positions. Alors, c'est vrai que c'était compliqué de savoir pourquoi aujourd'hui ils ont changé un petit peu leur fusil d'épaule. Mais j'ai trouvé une première piste de réponse. C'est que jusqu'à, du coup, avant Angular 15, ils souhaitaient que, en fait, ce que vous mettiez dans vos templates soit du HTML valide. Ça, c'était une des raisons que j'ai trouvées. Et que, au final, aujourd'hui, ce que vous mettez dans vos templates, en fait, ça arrivera jamais dans votre navigateur comme ça. C'est-à-dire ce que vous mettez dans votre HTML de template dans des composants, ça sera de toute façon donné à manger à Ivy qui fera sa moulinette et qui ensuite retransformera votre HTML. Donc, il n'y a plus de nécessité, entre guillemets, encore une fois, d'avoir un HTML 100% valide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'offre la possibilité de se dire, OK, il y a des composants qui ne vont pas forcément avoir de projection de contenu à l'intérieur. Donc moi, je trouvais que c'était plutôt bienvenu. Ça permet de réduire un petit peu aussi ce qu'on met dans les templates. Ouais, sur les noms de composants, il y a de la redite et tout ça. Je trouve que ça n'avait pas trop de plus-value. C'est du petit confort bienvenu, je trouve. Et Denis, tu voulais également nous parler du routeur en 15.1. Et le routeur, en fait, qui a des modifications fréquentes, mine de rien, ces derniers temps. Tu parlais là en 15.1, il y a des modifs, mais il y en avait même en 14.2. En 14.2, il y a eu des changements assez structurants sur une approche un peu plus fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de construire les classes pour les résolveurs, pour les guards, etc.,
on peut passer maintenant des fonctions, un peu comme dans les providers sous forme de factory. Et ben là, c'est à peu près pareil. On peut fournir une fonction on injecte le routeur et on peut faire des traitements comme ça, ce qui nous évite de créer des classes et des nouveaux fichiers un peu partout, alors que des fois, la règle, elle est triviale, quoi. Elle est vraiment triviale. Et donc, du coup, on peut mettre le guard, l'implémentation du guard, en fait, on peut la mettre dans la route plutôt que de la mettre dans un autre fichier qui sera loin de là où, en fait, il y a la déclaration de la route. Donc, un principe que moi, j'aime bien, en tout cas, c'est colocaliser les choses qui fonctionnent ensemble. Et là, pour le coup, le guard, l'implémentation du guard qui est proche de la déclaration de la route, je trouvais ça plutôt pratique. Donc ça, c'est les changements qu'il y avait eu en 14.2. Il y a eu des choses aussi qui ont été améliorées sur les guards. Justement, quand vous passez par des fonctions, vous pouvez mieux gérer l'ordre d'exécution des guards. Parce qu'avant, c'était un peu obscur. Je suis même pas sûr que c'était dans l'ordre dans lequel vous les définissiez. En fait, avant, il n'y avait rien qui garantissait l'ordre d'exécution des guards. Et du coup, maintenant, vous passez une fonction avec un guard ou plusieurs guards. Vous pouvez faire une closure dans laquelle vous mettez vos différents guards que vous voulez exécuter et vous pouvez choisir de les exécuter dans l'ordre avec du RxJS, etc. Mais revenons quand même au 15.1 parce que à la base, c'était de ça qu'on voulait parler. Des petits changements quand même assez intéressants au niveau du routeur, de la simplification, des choses qui disparaissent. Can load guard, ça disparaît. Et à la place, on va avoir du can match. Et après, on a des propriétés qui changent. Là-dessus, c'est du deprecated, donc je vais pas tout vous lister, quoi. Je vous renvoie vers le changelog d'Angular, mais le routeur, ça bouge un petit peu au fur et à mesure. Et notamment, il y a la possibilité de déclarer des routes sans importer tout le routeur module, si je me souviens bien. Et donc voilà à peu près pour le routeur. Et dernière petite chose quand même, parce que du coup, on parlait des bumps de version TypeScript qu'on a le droit à chaque fois. Petit milestone là avec Angular 15.1, c'est TypeScript 4.9 qui a son lot de features comme d'habitude. Mais une feature quand même que je voulais vous partager parce que je trouve qu'elle est super intéressante, c'est l'opérateur satisfies. En gros, l'idée, c'est pouvoir vérifier l'appartenance à un type très générique, donc voilà, un union de type, etc., ou une interface haut niveau, tout en gardant la précision de l'instanciation actuelle. Donc si vous avez un sous-type B de A, vous pouvez dire que ça reste un type B, mais que ça satisfait bien A. Je vous renvoie un peu plus vers la doc, parce que là, au niveau explication, c'est un peu compliqué. Enfin, je voulais, avant de terminer ce podcast, vous parler un tout petit peu de Angular CLI. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on en parle rarement. Pour faire le pont avec notre précédent podcast, donc Front-End Chronicles 14, où on parlait des bundlers, on a, comme vous le savez, ESBuild qui est arrivé de façon expérimentale en tant qu'expérimental bundler à partir de la version 14 de Angular CLI, avec plein de petits soucis. Et en 15.1, Angular CLI 15.1, ils sont venus régler un tout petit peu 2-3 choses sous le capot. Et par exemple, si je reprends encore une fois l'article de la Ninja Squad, ça peut par exemple, pour une grande application, ce qu'ils disent, c'est que passer de 1 minute 12 de build à 32 secondes. Donc on commence à vraiment s'affiner et s'affirmer sur ESBuild Builder. Moi, je vois ça d'un très bon œil. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils nous font un peu comme Ivy, quoi. Ils y vont progressivement, mais ils y vont. Petite pensée à React quand les hooks sont sortis, quoi. Et donc, on se rapproche de la fin de cet épisode. Avant de terminer, je pense qu'on pourrait parler un petit peu de qu'est-ce qui nous intéresse quand même dans Angular au niveau de la suite. Voilà, quelle proposition, qu'est-ce qu'on souhaiterait voir, vers quoi on aimerait que ça évolue. Tu commences, Benjamin ? Oui, alors moi ça va être plutôt simple, je pense. Je vous ai parlé de ESBuild. J'y crois beaucoup à ce changement par rapport à Webpack. Je le vois notamment dans le monde de Vue.js. J'en fais quand même pas mal côté perso. Ça bombarde, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Donc si en plus Angular, on a ça sous le capot, ça va vraiment bombarder au niveau des temps de build, même au niveau du serveur de dev. Donc ça c'est cool. Et moi ce qui me perturbe toujours, j'ai commencé par ça et je vais finir par ça, c'est que le state of JS, c'est toujours
contextuel. Faut pas l'oublier. Si aujourd'hui vous aimez bien Angular et que vous avez des opportunités à développer en Angular, il y a beaucoup de projets qui se lancent. Il y a quand même beaucoup de projets qui sont toujours en phase de maintenance, de build et de nouvelles features. Il y a quand même aussi du legacy, je vous le cache pas, c'est normal. C'est quand même quelques années qu'Angular est sorti. Mais ayez toujours l'esprit ouvert, ça veut dire que ça n'empêche pas d'aller faire du Vue, ça n'empêche pas de faire du React. Encore une fois, ma position, moi je ne suis pas freelance sur le marché, je sais qu'il y a beaucoup de freelances qui vont ils m'ont dit, voilà, il y a beaucoup plus de projets en React aujourd'hui ou en Vue qui poussent plus que de l'Angular. J'ai pas la même vision du marché qu'eux, mais voilà, restez ouverts sur les technologies et Angular n'est vraiment pas mort. Donc du coup, j'espère un Angular 16 du coup, parce que sinon j'aurais eu tort. Ouais, je pense qu'Angular 16, tu prends pas beaucoup de risques. Non, ça va. Ouais, moi, de mon côté, j'aime bien le mouvement de simplification, donc standalone component. Au niveau du routeur, voilà, on enlève des choses. Une poussée un peu plus fonctionnelle. Voilà, on se dit, tiens, c'est pas parce qu'on fait de l'injection de dépendance qu'on est obligé d'utiliser des classes. Un mécanisme d'injection de dépendance avec une callback qui appelle un inject et puis qui récupère une instance, je trouve que ça marche vraiment bien. Et peut-être aussi du coup une décorrélation entre comment le framework est codé et comment nous on doit coder. C'est pas parce qu'au niveau d'Angular il y a énormément de classes, etc., qu'au niveau des devs, en fait on est obligé de faire pareil. Et du coup ce mouvement vraiment plus vers du fonctionnel, j'aime bien. J'attends de voir est-ce qu'on aura un jour des composants sous forme de fonctions. À voir comment ça se goupille au niveau du cycle de vie. Mais je trouve que ça pourrait être intéressant pour des petits composants. Voilà. Oui. Après, je sais qu'au niveau Angular, on n'a pas forcément le même problème que dans les autres frameworks, en React, en Vue, par exemple, où en fait, nous, en Angular, dès qu'on va faire un ngTemplate, dès qu'on va faire un ngIf, etc., on va créer des fonctions de rendu intermédiaires. Et du coup, ça nous permet, même si on fait des composants qui ont des templates assez volumineux, de casser ces composants et d'avoir des optimisations locales. Là où en React, si tu fais une énorme fonction de rendu, et à chaque tick, à chaque refresh, en fait, ça va repasser sur tout et il n'y a pas d'optimisation locale, sauf si toi, manuellement, tu mets des choses. Tu mets des mémos, tu mets plein de choses comme ça. Et donc, je sais que nous, on a moins de... Quand je dis nous, c'est nous, utilisateurs d'Angular, on a moins ce cas de besoin de découper en fonction, en rendu vraiment atomique. Mais ça pourrait être intéressant quand même d'avoir cet élément-là. Et puis, ESBuild, quoi. On croise les doigts et let's go. Let's go. J'attends de voir aussi est-ce qu'il y aura des positionnements par rapport à Quick. Parce que là-dessus, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une réaction vraiment à chaud. C'est-à-dire qu'on se positionne un tout petit peu sur la question. Et puis très vite, ça s'est calmé. Et du coup, j'ai l'impression que tout le monde retourne un peu chacun chez soi sur ce qu'on sait faire. Et puis c'est tout, quoi. Ouais, il y a toujours le petit côté, regardez, on essaie de casser un peu les codes. Après, ça fait quand même son bout de chemin. Le compte Twitter, il est actif. Il y a quand même des choses qui vont sortir. Donc à voir. À voir aussi, à tester. Et évidemment, du jour au lendemain, ça ne va pas remplacer des frameworks qui existent comme aujourd'hui. Donc faut le tester, faut donner une chance parce que effectivement, ça peut être vraiment banger pour la suite, quoi. Et tiens, petite question de fin de podcast. Qui dit ESBuild avec Angular dit peut-être vite. Ouais, de ce que je voyais, les gens de chez qui font Enix testaient déjà des choses avec Vite, parce que du coup, je ne sais plus si on en parlait déjà dans un épisode précédent, mais l'une des difficultés pour implémenter ESBuild et tout ça au niveau de Angular, c'est que il faut tout réencapsuler, le CLI Angular et tout ça. Et donc, c'est long, voilà. Mais les gens de chez NX, eux, ils connaissent bien ça parce qu'ils bossent sur les orchestrateurs, ils bossent sur les tâches, etc., pour construire une application. Et donc, eux, ça leur fait pas peur parce qu'ils ont déjà réécrit plein de trucs basés sur Webpack. Et donc, tester des choses avec Vite, pour eux, c'est un peu... Ils ont déjà fait pas mal de chemin, donc du coup, ils creusent des choses. Donc, il me semble qu'il y a des chantiers en cours. Ouais. Bon, nous voici à la fin de cet épisode 15 de Front-End Chronicles. J'espère que vous avez passé un bon moment, parce que nous, on est plutôt confort. Ouais, c'était épisode tranquille. On va pas se le cacher. On n'a pas encore idée de sujet pour le prochain.
En tout cas, continuez à nous envoyer des petits mots, des messages, c'est super cool pour les retours. Nous, ça nous fait aussi continuer, ça nous donne des idées pour la suite. Vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer maintenant, Amazon Music, section podcast également, Google Podcast. Il y a de fortes chances que vous retrouvez Frontier Chronicle sur votre plateforme préférée. Bon bah Denis, du coup, on leur donne rendez-vous à la prochaine, épisode 16. Épisode 16. Salut! Allez, salut!